Du coup, on va maintenant passer à une petite séance. Il y a beaucoup de questions pour chacun d'entre vous. Et je vais, pour laisser peut-être à Katia le temps de se poser après cette intervention, commencer par une question pour Nicole, en fait. Nicole, on a quelqu'un qui nous demande si le caractère de Patrick a été effacé totalement par la maladie, ou bien si ce caractère est toujours là sur certains aspects. Non, son caractère a... Peut-être qu'il faut enlever le masque. Son caractère n'est plus là. Mais il évolue. C'est-à-dire... comment dire, c'est un petit peu compliqué. Il va suivre les émotions des gens qui l'entourent. Voilà. Par contre, forcément, il va sourire avec les yeux, il va pleurer avec les yeux, il a toutes ces émotions, mais franchement, non. Je crois que son caractère n'est plus là. Lui aussi s'adapte. Donc, c'est pas évident. Merci, Nicole. Pour le docteur Planès, il y a Adeline qui nous demande, qui nous dit déjà que son papa est atteint de la maladie, qu'elle a un frère et que pour le moment, aucun d'eux n'ont fait le test. Et elle nous demande si c'est obligé que l'un ou l'autre déclare la maladie. Donc c'est une question qu'on a quand même souvent, même si la réponse elle est simple, mais elle est tellement simple qu'elle n'est pas forcément bien comprise. Il y a un risque sur 2 pour chaque grossesse. On peut avoir 10 enfants et ne pas avoir transmis cette maladie. On peut avoir 10 enfants et l'avoir transmis aux 10 personnes. Le seul moyen de savoir, c'est de faire ce test génétique, mais encore une fois, en étant bien encadré, en ayant bien compris les risques associés avec... en tout cas les conséquences de ce diagnostic. Donc, pour répondre directement à sa question, non, on peut pas savoir et potentiellement elle développera jamais la maladie, peut-être. Et comme ça, on peut pas savoir. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'elle est porteuse que son frère ne le sera pas et inversement. Ils peuvent tous les deux être non porteurs de cette maladie. Merci beaucoup. Docteur Youssof, on a une personne qui nous demande s'il existe des liens entre les centres de référence et les centres de rééducation. Ou, si elle reformule sa question, le malade peut-il bénéficier à certains moments de temps de rééducation, réadaptation pour l'aider dans son adaptation à cette maladie et à ses évolutions ? Alors oui, il y a des centres. D'ailleurs, ça fait partie comme je vous disais tout à l'heure, il y a l'hôpital Marin d'Andaille qui accueille beaucoup de patients et c'est souvent un virage très favorable dans la prise en charge de pouvoir se poser un mois en rééducation pour repartir avec des idées nouvelles et puis parce que les patients récupèrent certaines choses et progressent sur certaines difficultés. Il y a le problème des centres de des centres de rééducation, c'est aussi un petit peu ce que je disais tout à l'heure dans les résistances qui existent encore, c'est que les médecins rééducateurs qui ne connaissent pas du tout la maladie de Huntington vont de temps en temps être réticents à faire des propositions de prise en charge rééducative dans la mesure où ça dépasse le champ de leur travail quotidien. Donc il faut essayer de repérer des centres qui prennent des personnes avec cette maladie, parce qu'à partir du moment où les équipes ont fait l'expérience de la maladie, ils savent qu'on peut faire des choses et qu'on peut proposer des choses aux patients. Donc, c'est vraiment dans les ressources très locales qu'il faut se plonger et savoir identifier si dans sa région, il y a un centre de rééducation qui accueille des patients atteints de maladie de Huntington. C'est pour ça que fonctionner en réseau avec toutes les ressources médico-sociales du coin, etc., c'est très actif parce que moi, j'ai aucune idée de ce qui peut exister dans certaines régions, en Rhône-Alpes, en Bretagne, etc., lorsque je vois certains de mes patients en consultation à Créteil. Mais il y a des gens qui savent qu'il y a des choses. Et quand il n'y a pas de choses,
on peut quand même bénéficier de ce genre de séjour en se rendant plus loin, avec des ententes préalables, en disant qu'on n'a pas trouvé de ressources locales et qu'on est obligé de faire plus de 150 km pour aller dans un endroit pour bénéficier pendant 3 semaines ou un mois d'un séjour de rééducation. Donc, il y a des possibilités de le faire. Le mieux, c'est quand c'est en local, mais on peut aller plus loin dans des centres spécialisés qui justifient un déplacement à longue distance. Merci. On a aussi une autre intervenante, Christelle, qui confirme déjà la piste d'amélioration suggérée par Nicole dans son témoignage et nous dit que ces filles ados auraient besoin d'une consultation psychologique et qui du coup nous demande comment on peut faire pour organiser ces consultations et qu'elles soient prises en charge financièrement car elle est maman solo et ses moyens ne lui permettent pas cette prise en charge. Est-ce que du côté des centres de référence, des centres de compétences, il y a des choses qui sont possibles ? Alors, nous, lorsqu'on a créé l'équipe du centre de référence il y a 15 ans, ça s'est créé avec un mi-temps de psychologues, mais dédié uniquement à répondre à ces demandes-là. Donc, pour faire du suivi de patients, de la psychothérapie de soutien des patients, des conjoints, des personnes à risque, ou en gros de toutes les personnes qui arrivaient avec une problématique psychologique reliée à la maladie de Huntington. Donc, la plupart des centres de compétences, alors des centres de référence encore plus, parce que je sais qu'il y a des psychologues qui prennent en charge les patients à Lille, à Angers, donc dans nos centres, ces accès sont absolument gratuits, puisque ce sont des consultations hospitalières qui sont gratuites. Le gros problème, c'est se rendre dans ces centres, parce que faire voir une psychologue toutes les semaines ou tous les 15 jours ou tous les mois lorsqu'on habite à 300 km, c'est absolument impossible. Donc là encore, je dis vraiment les ressources locales peuvent vraiment nous renseigner en général, parce qu'il y a régulièrement dans les villes ou dans les régions, il y a des réseaux de soins avec des psychologues qui peuvent être éventuellement un bon relais local avec des séances qui vont être gratuites au moins pendant un certain nombre de séances. Donc de temps en temps, on peut avoir sur des réseaux de santé, je pense que vous confirmerez ça, l'accès à un certain nombre de séances qui va permettre de passer un moment difficile avec des séances qui vont être complètement prise en charge. Voilà. Mais c'est un problème. Nous, on aimerait bien que les consultations chez les psychologues soient conventionnées, ce qui n'est pas le cas, puisque quand on va voir un psychologue en ville, c'est 40 à 50 euros. Donc, on essaye de travailler. Ça fait longtemps c'est un serpent de mer. Ça fait très longtemps qu'on dit qu'on ne peut pas demander à un psychiatre de faire ce travail. Ils ne le font pas. Ils ne peuvent pas le faire. Et les psychologues sont irremplaçables dans la prise en charge psychologique des patients, des familles, des enfants, des ados, et ces suivis-là sont absolument indispensables. Alors sinon, pour les ados et pour les enfants, les suivis psychologiques, il faut les réclamer et il faut diriger les enfants et les ados vers les CMPP, vers les centres. On peut encore trouver des prises en charge dans la psychiatrie publique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de psychologues dans ces centres, donc de temps en temps les délais sont un petit peu longs, mais lorsqu'ils prennent en charge quelqu'un, après ils le prennent en charge de façon illimitée et gratuitement. Voilà. Et une dernière piste, nous, qu'on a pu trouver dans le cadre d'une collaboration, c'est qu'on peut collaborer avec l'équipe ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques qui a plusieurs psychologues, mais qui a plusieurs psychologues qui sont très adaptés à ces questions de maladies rares, c'est-à-dire qu'ils accompagnent eux-mêmes des enfants dans le cadre de soins palliatifs pédiatriques et donc ils ont une écoute et une approche qui est tout à fait ajustée aux questions qui ont pu se poser. Voilà, et donc au cas par cas, on peut essayer de faire le lien avec ces psychologues qui acceptent de jouer le jeu, même s'ils ne sont pas tout à fait dans le champ pour lequel ils ont été conçus. Alors, j'ai pas osé le dire, mais effectivement, j'ai eu ce genre de retour et il y a des personnes qui ont fait un test présymptomatique, mais trop loin de chez eux pour pouvoir après retourner voir la psychologue qui les avait accompagnés pendant cette démarche et qui à force de chercher, d'essayer de frapper à toutes les portes pour obtenir un suivi psychologique, se sont retrouvées alors qu'elles sont présymptomatiques, elles vont peut-être développer la maladie dans 40 ans,
se retrouver pris en charge par une psychologue d'un centre de soins palliatifs. Donc ce mot même de soins palliatifs, c'est tellement associé à la fin de vie que les gens ont du mal à faire la démarche d'aller vers les centres de soins palliatifs. Mais en fait, les soins palliatifs, c'est la prise en charge des maladies chroniques évolutives. On est en plein dans le champ des maladies chroniques évolutives. Et le tour de force de ces équipes-là, c'est que lorsqu'elles acceptent de considérer qu'on est déjà concerné par une maladie chronique évolutive quand on est porteur d'un gène sans avoir de symptômes de la maladie, c'est formidable. Donc oui, lorsque cette ressource-là existe, c'est aussi une possibilité. J'en ai pas parlé. Alors, je vais prendre mon ordinateur parce que du coup, j'ai pas. Ça, c'était les questions qui étaient arrivées avant que je vienne jusqu'au pupitre. Il m'en restait quand même deux à poser. J'ai Rosette qui doit être de la région lyonnaise qui demande comment sont sélectionnés les malades pour les essais cliniques sur Lyon. Alors, j'imagine que cette question elle est aussi valable peut-être pour les autres essais, en dehors de Lyon. Alors, dans les essais thérapeutiques, on sélectionne des personnes qu'on connaît. Par définition, parce que faire rentrer quelqu'un dans un essai thérapeutique, c'est effectivement sélectionner des gens qui ont certains critères. Alors c'est pas très joli à employer de dire qu'on sélectionne des gens sur des critères, mais dans la recherche c'est quand même le cas. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes aient certains symptômes et n'aient pas d'autres symptômes pour pouvoir rentrer dans certains essais. Et chaque essai va avoir des critères qui peuvent être un petit peu différents. Donc pour proposer un essai thérapeutique à quelqu'un, il faut le connaître puisqu'il faut déjà en gros le mettre dans une situation de sélection où on va pas le présélectionner pour un essai si on sait déjà a priori qu'il ne va pas pouvoir y participer. Donc il faut connaître les gens et les patients lyonnais, ceux qui veulent participer à la recherche et qui y participent depuis très longtemps, ont l'habitude de descendre vers Marseille ou de remonter sur Paris, puisque c'est à peu près, ça fait à peu près le même genre de déplacement. Donc, sur Créteil, on suit un certain nombre de personnes qui habitent dans la région Rhône-Alpes. Donc les gens ont tendance à descendre effectivement ou sur Marseille ou ces dernières années les Marseillais ont participé à peu près tous les essais thérapeutiques qui a eu lieu. Et par exemple l'essai de Roche sur l'oligonucléotide antisense, il est bien entendu mené à Marseille. Donc ça fait partie des centres français qui participent à cet essai-là. Donc quand on est à Lyon et qu'on est intéressé a priori pour entrer dans un essai thérapeutique, sachant que juste une petite parenthèse, l'essai dont je parle tout à l'heure, les inclusions sont terminées depuis 2020, c'est-à-dire on a sélectionné une 60aine de patients en France et maintenant il faut attendre que tous ces patients-là aient fini leur essai et on ne peut plus faire rentrer des gens dans cet essai-là. Donc les sélections ont déjà eu lieu avant. Mais on a sélectionné, il y a certainement des patients lyonnais qui participent à Marseille. Nous, on n'a pas de patients lyonnais à Créteil dans cette étude-là. Mais j'ai une patiente lyonnaise dans une autre étude. Donc voilà. Donc il faut se rapprocher d'un centre qui fait de la recherche. Ça peut être Grenoble aussi, mais pour l'instant, ils n'ont pas eu d'essai thérapeutique à Grenoble. Donc actuellement, les gros centres pour les Lyonnais qui font de la recherche, c'est Lyon et Paris. Merci. On a Nicolas qui nous pose une question de Montréal, donc ça c'est vraiment inattendu parce que Montréal communique avec Brest et Créteil, qui nous demande s'il existe des structures lorsque la famille ne peut ou ne veut pas jouer le rôle d'aidant. Pour les familles bretonnes, s'affiche à vos écrans un certain nombre de services ou d'établissements qui ont une grande expérience dans l'accompagnement des malades Huntington et qui ont été référencés comme tels par l'Agence régionale de santé. Mais sur d'autres régions, bien évidemment, il existe ce qu'on appelle des SAMSA, des services qui interviennent médicalisés d'aide à domicile, et puis des maisons d'accueil spécialisées souvent, ou des foyers d'accueil médicalisés qui ont développé, à force de rencontrer des malades et de les accompagner, des expertises, des expériences, et qui participent d'ailleurs, par exemple, à ces journées. On a d'autres équipes, d'autres régions que la Bretagne qui continuent de se former pour continuer à bien accompagner les malades. Est-ce qu'on peut compléter avec d'autres structures ?
Pas d'autres structures, mais surtout sur le fait que ça fait partie des choses qui ont été révolutionnées en 15 ans. Si on a parlé, comme vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, de l'hôpital psychiatrique et du fait de mourir à l'hôpital psychiatrique pour, si j'ai bien compris, le père de Patrick, mourir de faim et de dépression à l'hôpital psychiatrique, c'est parce qu'à l'époque, effectivement, il n'y avait pas de structure. Quand quelqu'un avait des symptômes de maladie neurologiques, avec des troubles cognitifs, des troubles comportementaux, des troubles moteurs, il n'y avait pas de structure pour accueillir les gens, surtout les gens qui avaient moins de 60 ans. Donc, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui pouvaient éventuellement être dirigées en maison de retraite. Mais donc c'est l'hôpital psychiatrique qui a ramassé, si je puis, c'est pas le terme approprié, mais finalement ça s'est un peu passé comme ça, qui a hérité, on va dire, de ce déficit de structure adaptée et qui a, afin de pas laisser à la rue ou dans des situations de détresse avancée les patients. Donc depuis 15 ans, on s'est rendu compte à quel point les ressources en termes d'établissements qui peuvent faire le job se sont vraiment accrues en France. Il y a 15 ans, quand on a ouvert le centre de référence, il y a 3 établissements qui étaient sur le point d'être créés pour accueillir des patients de maladie de Huntington, parce qu'on partait d'une situation catastrophique, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à identifier en France des endroits, des maisons d'accueil spécialisées qui étaient prêts à accueillir des personnes qui ne pouvaient pas rester à la maison et qui avaient moins de 60 ans. Et donc, les associations sont montées au créneau afin de supporter la création de centres. Et c'est comme ça qu'il y a eu les 3 premiers centres qui ont été spécifiquement conçus. Ils sont partis d'un projet associatif, d'une volonté et d'une idée des familles pour pouvoir accueillir des proches qui étaient malades et qui ne pouvaient plus rester à la maison. Et depuis, les autorités de santé essayent on va dire, de porter des projets un petit peu différents. C'est-à-dire que la surspécialisation d'unités comme ça n'est pas forcément actuellement des projets qui peuvent aboutir. Il faut un petit peu afficher quelque chose. On peut plus créer des masses Huntington, ça n'existe plus, mais on peut créer des maisons d'accueil spécialisées qui peuvent accueillir des patients Huntington avec, on va dire, cette arrière-pensée très très forte, mais qui sont aussi capables d'accueillir tout un tas d'autres pathologies avec des troubles du comportement et des difficultés motrices. Donc, et surtout, comme vous l'avez dit, il y a des ressources locales, des maisons d'accueil spécialisées qui étaient là depuis très longtemps et qui avant donnaient plutôt des avis défavorables sur l'accueil de patients. Il y a 15 ans, on avait beaucoup de refus en disant « Ah non, on ne prend pas Huntington » ou on ne connaît pas cette maladie. Et maintenant, comme il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, il y a de plus en plus de moyens de trouver effectivement des solutions locales avec des équipes qui disent « Ah oui, on a accueilli un résident, on peut tout à fait prendre en charge un autre résident. » Voilà. Donc ça c'est assez spectaculaire. En 15 ans, ça a vraiment changé. Merci. Une question pour Nicole. Une personne qui nous demande ce qui t'a permis de trouver autant d'énergie et d'espoir et de quoi tu aurais besoin aujourd'hui pour continuer sans t'épuiser. Je l'ai épuisé. Oh, c'est parce que j'avais peur de vous parler tout à l'heure. L'amour, c'est tout. Mais ça serait n'importe quelle autre maladie. Je pense que celle-là est encore plus compliquée que n'importe quelle autre. Parce qu'il y a ces polyhandicaps qui sont quand même... Et encore plus maintenant, l'amour... là, c'était l'amour de mon mari. Mais là, c'est l'amour en plus de mes enfants. Parce que l'histoire est loin d'être finie et je pense que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On sent, parce que bon, Patrick est dans un stade quand même très compliqué, très avancé, mais il y a toujours une telle énergie dans son regard et une telle envie de combattre. Une telle envie d'avaler une cuillerée après celle qui lui a fait une fausse route.
et d'en avaler une autre et d'y réussir, que ce sont des moments qu'il faut saisir, qu'il faut... Et je pense qu'inconsciemment, ça va donner de la force à mes enfants, à nos enfants, même si je ne les ai pas tous fabriqués. Mais ça va donner de la force à nos enfants de voir tout ce courage qu'il emmagasine. On disait tout à l'heure, c'est vrai, il faut tout anticiper, mais bon, là maintenant, nous, ça fait quand même plus de 15 ans. Mais j'anticipe, on a des objectifs, mais anticiper, on est souvent tellement déçus, malheureusement. Mais quand la maladie est bien avancée, avant, oui, il faut anticiper. Mais quand la maladie est vraiment très avancée, on n'anticipe plus beaucoup. Voilà. Prendre au jour le jour. Tu nous disais tout à l'heure dans ton témoignage, prendre chaque jour qui vient. Voilà. Et si tout va bien, tout va bien. S'il y a des difficultés, on essaye de faire en sorte. Et il y a des petites choses aussi, par exemple, pour les équipements à la maison, les choses comme ça. Bien sûr, on peut être aidé par vous, on peut être aidé par plein de gens. Mais parfois, il suffit d'une astuce, d'un petit truc qu'on a ou entendu avec quelqu'un de l'association, ou on cogite un petit peu avec les aides à domicile, et ça, c'est un plus de tous les jours aussi. Parce qu'en fait, on essaye de trouver des combines, quoi. Après, qu'on partage avec les autres. Les géos trouvent tout du quotidien, quoi. Mais voilà, parfois, il ne faut pas un dossier MDPH qui va coûter 4 000 ou 7 000 euros et où on va attendre 7 mois pour avoir enfin la petite feuille de... comment ça s'appelle ? La petite chaise de douche au bout de 7 mois, chouette, et puis qui a coûté des sommes folles, quoi. Enfin, mais ça, c'est des choses, finalement, on apprend. On apprend, mais après... Moi, je crois que la réponse a été faite. Merci beaucoup, Nicole. Après, je pense que être fatigué, ils sont 10 fois plus fatigués que nous et ils avancent quand même. Et on a plein de temps à un moment donné pour se reposer aussi dans la vie. Ouais. Ou après la vie. Ou après la vie. Merci, Nicole. Voilà. Une question... alors... Pour Dr Youssof comme pour le Dr Planès, vous verrez qui y répond. Est-ce que les traitements qui sont envisagés permettront de ne pas transmettre la maladie à ses descendants? Et est-ce que ça va arrêter le caractère héréditaire de cette maladie? Non, les médicaments qu'on a survolés là, ceux qui sont vraiment dans les tuyaux en recherche préclinique et ceux qui sont déjà en expérimentation chez les patients Huntington ne permettent pas de supprimer la mutation dans le risque de transmission à la descendance. Ce qui va changer probablement beaucoup, c'est que, comme vous le disait le docteur Planès, le fait de se faire dépister, c'est actuellement une solution qui est retenue par une minorité de personnes qui sont à risque de la maladie, et faire le choix d'avoir des enfants qui ne portent pas, faire le choix, c'est pas faire le choix parce que aucune personne porteuse de la mutation ne fait le choix de transmettre la mutation à ses enfants. Je ne veux pas dire par maladresse quelque chose que je ne pense pas du tout, mais il y a des personnes qui décident effectivement de s'appuyer sur la procréation médicalement assistée pour avoir 100% de certitude que leur descendance ne sera pas porteuse. Voilà, ça c'est plus dans ce sens-là. Ces personnes-là sont très minoritaires dans la communauté des personnes qui sont à risque, parce que ça passe effectivement majoritairement par le fait de se confronter soi-même au fait qu'on est porteur, et c'est une question
est vertigineuse. C'est une question vertigineuse de se soumettre à ce test présymptomatique. Donc, ce que ça va changer peut-être, effectivement, c'est que s'il y a des perspectives thérapeutiques, si tout d'un coup la maladie de Huntington n'évolue plus exactement de la même façon, s'il y a plus de temps devant soi, si la sévérité des complications est atténuée, etc., le regard même de la maladie des gens sur leur maladie familiale va peut-être changer. Et donc, il est possible que les gens se fassent davantage dépister. Et si les gens se font davantage dépister, effectivement, on peut imaginer que, sans qu'il y ait de volonté de la société de supprimer la maladie de Huntington, mais que progressivement, il y ait moins de personnes avec la mutation qui naissent. Voilà, parce qu'il y aura peut-être plus de procréation médicalement assistée, plus de façon même de mettre au monde des enfants en se disant que on pourra peut-être un jour donner des traitements avant que la maladie se déclare pour que la maladie ne se développe pas. Ça fait partie aussi de ce qu'on espère à plus long terme. Donc la maladie, on va pas la supprimer avec ces médicaments-là, mais on va peut-être modifier la perception de la maladie dans l'esprit des familles et faire qu'il y aura moins de bébés qui naîtront avec la mutation parce qu'il y aura plus de procréation médicalement assistée. Voilà, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Mais pas forcément. Peut-être qu'il va plus y avoir de bébés sans connaissance de leur statut qui vont naître parce que les gens auront plus d'espoir sur le fait que le jour venu, ces bébés pourront bénéficier de traitements efficaces contre la maladie. Voilà. Mais les médicaments qu'on teste là, aucun supprime la mutation dans la descendance. Merci beaucoup. Alors pour commencer, une petite précision, enfin plutôt un complément de réponse à la question sur la prise en charge psychologique avec une information importante que j'avais complètement omis. C'est que l'association Huntington France propose une écoute psychologique gratuite par téléphone. Allez voir sur le site et en fait comme ça fait pas très longtemps, du coup on a tendance à pas y penser. Mais voilà, un internaute nous signale que l'association Huntington France propose une écoute psychologique gratuite par téléphone. Allez donc voir sur le site de l'association Huntington France pour avoir les éléments. Par ailleurs, je suis désolée, je vais vite parce qu'il y a beaucoup de questions, sauf si... Pour répondre effectivement à cette question sur le plan psychologique, donc cette personne, Emmanuel Buch, consulte le mercredi et donc on peut prendre rendez-vous au siège et donc elle s'adresse à toute typologie et je pense en particulier aux adolescents ou aux jeunes et elle peut orienter aussi. Oui, les adolescents, ça pose pas de difficultés particulières. Merci Monsieur Le Faller. Alors, je redescends un peu parce que du coup, j'ai perdu mon fil. Nous avons une question sur un service à domicile. Comment un service à domicile peut-il accompagner au mieux une personne atteinte de la maladie? Quels conseils pouvez-vous nous donner? Alors, il y a plusieurs personnes qui pourraient répondre à cette question. Peut-être Nicole Alors, juste quelques petits conseils. Là, c'est le service à domicile, les bureaux du service à domicile qui demandent ça. Alors, les bureaux ou un professionnel, on ne sait pas. Un professionnel. Alors, le point le plus important, c'est de garder une ou deux personnes avec le patient et que cela dure le plus longtemps avec ces une ou deux personnes, mais ne pas changer de personnel sans arrêt. Et je pense que c'est valable pour toutes les maladies neuro, que ça soit, enfin bon, c'est évident. Alors, ne pas envoyer 3 ou 4 ou 5 personnes ou des personnes différentes toutes les semaines. Ou ça, il ne vaut mieux ne pas s'en occuper, sinon. Mais c'est vraiment la stabilité du personnel qui va s'investir, qui va prendre des habitudes, qui va connaître mieux la maladie et donc par là connaître mieux le patient. Et il n'y a que des liens affectifs qui vont permettre de faire progresser et le patient
et les filles, enfin pardon, les filles, il y a des hommes aussi, et les aides à domicile. Les aides à domicile. Ouais. Ouais. Mais vraiment, ça c'est le point, je crois, le plus important. Donc, le premier point, on pourrait dire la connaissance finalement du patient, de la personne, par une régularité de présence. Complètement. Ce qui, on le sait, est peut-être difficile pour les services d'aide à domicile qui sont confrontés à un turnover de personnel. Mais voilà, le point déjà très important, c'est celui-là. Moi, j'ajouterais un deuxième point qu'on constate auprès des personnes dont nous accompagnons le parcours, c'est quand même la formation. Hein. Aujourd'hui, nous, on a soit par le biais de l'association Huntington France et de l'ensemble de ses bénévoles, soit par le biais de nos établissements et services référents, des formations qui sont possibles pour les aides à domicile autour de la maladie, autour d'un certain nombre de réflexes à avoir, de bonnes pratiques qui ont été évoquées tout à l'heure par le docteur Youssof. Donc vraiment, il faut aller chercher l'information dehors. Il ne faut pas rester tout seul avec ces questions. L'information, elle existe. Des services qui accompagnent des malades, il en existe. Donc il faut ouvrir. Il ne faut pas rester tout seul avec ces questions. Et il faut que justement que ces organismes permettent à leur personnel d'aller se former. Parce que les miennes ont dû prendre des congés pour venir avec moi aux formations. Merci. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, je ne suis pas sûre qu'on arrive à répondre à toutes les questions parce qu'elles arrivent vraiment très nombreuses. Nous avions une question sur le rôle des équipes relais handicap rare pour les patients et pour les familles. Alors, je vais y répondre assez rapidement. En fait, nous avons toutes les équipes relais qui existent sur l'ensemble du territoire français, ont tout un site internet où vous allez retrouver nos missions. Mais nos missions, elles sont vraiment de pouvoir écouter le patient et sa famille ou ses proches. C'est pas toujours de la famille d'ailleurs, et en fait, qui vont nous dire en quoi ils veulent être aidés. Et nous, on va faire ce en quoi ils veulent être aidés. Et en fait, on fera rien d'autre, même si on pense qu'il y a plein d'autres choses qui pourraient être utiles. Mais on est vraiment dans le respect, effectivement, du choix de la personne, là où elle en est aujourd'hui, là où elle souhaite aller. Et donc, on va aller chercher les ressources. Hein, cette fameuse recherche de ressources en proximité. Hein, l'orthophoniste qui connaît la maladie, qui peut peut-être accompagner une orthophoniste qui la connaît pas. Voilà, on va aller chercher toutes ces ressources. Et depuis maintenant 6 ans qu'on existe, on commence à en avoir identifié un certain nombre. On travaille main dans la main avec les représentants associatifs et c'est très important parce que on a un rôle extrêmement complémentaire à avoir. Donc voilà, à quoi peut servir une équipe relais pour aller assez rapidement. On a une autre question qui, du coup, je ne sais pas, je pense peut-être Dr Youssof, question très précise. Le médicament, le Branalplam, est-il bientôt en vente et est-il bien efficace pour la maladie? Vous ne savez pas répondre et voilà, ça ne... Bon. Docteur Planès non plus. Personne n'a la réponse à votre question. Alors, Hélène qui nous dit bravo, vos interventions sont passionnantes et qui nous pose une question. Les malades Huntington pourront-ils recevoir le vaccin contre la Covid-19 en priorité, comme les patients porteurs de la SLA par exemple? Merci. On nous a posé la question pendant les vacances de Noël. On a eu la filière nous a interpellé la filière de santé. Brain Team nous a interpellé sur tous les centres de référence de la filière ont dû répondre. Et en fait, nous on aimerait bien, oui, effectivement, que les gens soient prioritaires. Un patient de 35, 40 ans, 50 ans qui n'a pas de facteur de risque n'est pas particulièrement à risque de faire une forme grave dans la maladie, mais c'est tellement compliqué après d'être hospitalisé avec une forme grave, d'être en réanimation avec une oxygénothérapie intensive, etc. pour des patients atteints de maladie de Huntington. On estime que oui, on pourrait leur rendre service en leur permettant un accès prioritaire. Voilà, mais c'est pas encore possible de se rendre dans un centre de vaccination en disant qu'on est prioritaire parce qu'on n'a pas encore obtenu, on va dire, voilà. On n'a pas encore obtenu la confirmation que on considérait nos patients comme étant prioritaires. Mais on aimerait bien, nous. Ok, bon.
peut-être que ça va arriver. Et juste pour répondre à la question d'avant, le problème, le branalpam, je sais pas ce que c'est. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de produits qui sont développés par des startups, les produits autour de la thérapie génique, etc., qui en cours de développement à un moment se mettent à avoir un nom. Et des fois, moi, je connais pas le nom que le labo qui a racheté le produit à la startup, ou la startup tout d'un coup baptise une molécule qui s'appelle RG. C'est la même chose pour l'oligonucléotide antisense. Je l'ai pas marqué sur la diapo, mais maintenant il s'appelle le tominersen, celui qu'on est en train de développer et de tester. Mais le tominersen, il s'appelle tominersen depuis quelques mois. Quand on a commencé la première étude, il s'appelait Ionis HTT. Après, c'était RG 6042. Donc voilà, le branalpam, je sais pas ce que c'est, parce que c'est peut-être une des choses dont j'ai parlé qui vient de prendre un nom un peu plus joli que juste un nom de molécule ou de classe. Voilà. Donc, mais je ne sais la pas question pourra être posée à l'association Huntington France si vous le souhaitez via le site internet, et puis l'association essaiera de chercher. Il faut chercher, ouais. Parce que là, je pense que personne. Voilà, chercher une réponse derrière auprès de. Mais ce n'est pas un médicament efficace, puisqu'il n'y a aucun médicament qui est actuellement n'est pas commercialisé en France et est efficace dans la maladie de Huntington, sauf sur des symptômes. Par exemple, il y a l'Ostevo qui existe, qui a une tétrabénazine un peu modifiée, qui existe dans certains pays, qui n'est pas commercialisé en France, mais c'est pas un médicament, c'est pas un traitement de la maladie de Huntington en tant que tel, c'est un traitement de la chorée, c'est un traitement des mouvements involontaires. Donc il n'y a pas actuellement de médicaments validés qui marchent et qui sont pas commercialisés en France et qui vont l'être. Il y a des médicaments qui seront commercialisés à 100% s'ils sont efficaces, et voilà, dont le branalpam, si c'est un médicament qui fait partie de ce dont on a parlé. Alors, je crois que vous auriez pu garder le micro parce qu'il y a Aurore, mais elle n'est pas toute seule. Nous avons plusieurs questions sur comment anticiper, comment accompagner une personne dans le déni. Et je crois qu'il y a autant de réponses que de personnes. J'ai évoqué ça par petites touches à plusieurs moments. Il va falloir par moment accepter, en tout cas pour les professionnels ou pour les familles, d'attendre qu'il y ait un clash ou une rupture qui fasse que tout d'un coup la prise en charge va être possible. Tout à l'heure, ce que vous avez raconté, c'est pour moi très emblématique de la situation. Heureusement, tout le monde n'est pas obligé de passer par une hospitalisation ou par un clash pour tout d'un coup être dans une prise en soins. Mais pour les personnes qui sont très en colère à l'intérieur, qui perçoivent, parce que je suis sûre que votre mari percevait qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, mais qui ne peuvent pas mettre des mots dessus. Quand ça dure pendant des mois et des années, c'est très très lourd pour tous les gens qui sont autour, et c'est très difficile. Et tout le monde se dit, il y a bien quand même un moment où on va réussir à faire quelque chose. Donc ce qu'il faut, je pense, c'est déjà rester aux aguets et rester prêt à intervenir quand il y aura une solution. C'est ça, vous savez, tout ce que nous on arrive à anticiper, mais c'est pas encore le moment pour la personne. Il faut être là et être prêt à anticiper et être prêt à, on va dire, à faire une proposition quand à un moment il va y avoir une rupture, ou quand le patient va dire au secours, j'ai besoin d'aide, ou quand il va être hospitalisé en catastrophe parce qu'il est allé vraiment jusqu'au bout de ce qu'il ne pouvait plus faire. Voilà. Et donc vous avez raconté quelque chose comme ça tout à l'heure. Vous nous avez dit que vous avez été obligé de passer par quelque chose de très violent pour vous, c'est-à-dire faire une hospitalisation sous contrainte en milieu psychiatrique, parce que les troubles du comportement et les troubles psychiques étaient vraiment très très intenses chez Patrick. Et vous avez eu la surprise de voir que ça n'a pas été une rupture avec vous, que tout d'un coup, il s'est installé dans ce soin. Voilà. Donc, pour ces patients, pour tous les aidants professionnels ou familiaux qui accompagnent pendant très longtemps des gens dans des situations comme ça, le message d'espoir, même si c'est jamais que des bons mots de ma part, mais le message d'espoir, c'est qu'à un moment, il va y avoir une faille, il va y avoir quelque chose. Une porte ou une fenêtre. Il y a une porte qui s'ouvre, exactement. Et si c'est pas une fenêtre, c'est un vasistas ou une lucarne, mais
il y a un moment où il y a quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir mettre le pied dans la porte, qu'on va pouvoir faire une proposition. Et à partir de là, eh ben, des fois, les choses s'enchaînent vraiment beaucoup plus paisiblement. Donc, voilà. Et puis, poser les bonnes questions aussi, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de quelqu'un qui n'en est pas capable, ou neurologiquement ou psychologiquement, qui puisse vous faire le détail de tous ces symptômes et qui puisse dire oui à tout. Mais effectivement, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il voudrait faire et s'il n'y a pas quelque chose que lui demande. Par exemple, un patient qui dit non, je n'ai pas Huntington, c'est pas du tout ça, mais je n'arrive pas à dormir. Eh ben, on s'acharne à lui trouver une façon de réussir à trouver le sommeil, parce que déjà, ça va le mettre dans une disposition où il se dit quand je demande quelque chose, il y a quand même de l'écoute et en plus, ça peut me faire du bien. Voilà. Merci beaucoup. Une question pour le docteur Planès. Lors du résultat du test génétique, à une personne qui a moins de 30 répétitions, vous dites qu'elle n'est pas porteuse. À une personne qui a plus de 40 répétitions, vous dites qu'elle est porteuse. Alors, que dites-vous à la personne qui est dans la zone 30-34 et 34-39 ? C'est une bonne question. C'est toujours très dépendant des personnes. Déjà, il faut vraiment faire la différence. Le 35, il est majeur parce qu'en dessous de 35, le discours il restera similaire en disant voilà, vous n'avez pas la maladie, vous la développerez pas, vous êtes porteur d'une forme présymptomatique finalement. Schématiquement, en tout cas, ils ne développeront pas la maladie et il y a un risque pour la descendance. Donc, on discute de ce risque-là. En tout cas, j'essaie de faire passer le message clairement que la maladie ne sera pas présente, mais qu'il existe peut-être un risque et pour la descendance et qu'on discutera de ça. C'est pour ça qu'en dessous de 35, c'est assez simple. Au-delà, clairement, c'est très compliqué et ça ne se fera pas en une fois de toute façon. Là, on a besoin du soutien des psychologues. Il faut que les personnes comprennent qu'on n'est pas non plus omniscient et que il faut que nous aussi on sache rester humble là-dessus. On dit ben voilà, on sait que ça peut se développer un jour, on ne sait pas sous quelle forme, on ne sait pas comment, on ne sait pas à quel âge. On peut donner des statistiques, même si je préviens toujours les patients de se méfier des statistiques. Au niveau individuel, ça ne veut rien dire des statistiques. Mais on leur donne un maximum d'infos, mais en gardant toujours cette porte de secours en disant voilà, on a quand même des études qui nous ont montré des patients de 80 ans, 90 ans qui n'ont pas de symptômes et qui ont 38 répétitions. Donc il faut discuter tout ça et puis il faut quand même bien expliquer que du coup, du fait de ce doute, une surveillance de loin en loin est importante parce que voilà, ça fait partie des nombreuses questions. C'est à un moment, il y a des choses qui se passent, comment on pose le diagnostic, surtout si la personne refuse de voir les symptômes ou ne peut pas se rendre compte. Voilà, et je pense qu'un suivi médical permet justement de débuter ces questions et d'ouvrir un peu justement le dialogue sur tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Une question un peu large de Nicolas qui nous demande s'il y a une réelle politique d'éducation ou de formation de l'ensemble des praticiens, généralistes, psychiatres, etc., qui pourraient être confrontés à des patients atteints ou qui présentent des symptômes même peu prononcés. Non, il n'y a pas une politique large, il y a un intérêt individuel. Je pense que moi, je suis en lien avec beaucoup de médecins généralistes qui ne connaissent pas la maladie et qui sont confrontés dans leur patientèle à la prise en charge d'une famille ou d'un malade et qui reviennent vers nous pour avoir de l'information et avec lesquels on entretient une relation d'interaction très efficace. Donc, il y a la politique, c'est une politique individuelle, c'est-à-dire il faut que nous, quand on a une expertise dans un domaine comme celui-là, on soit en mesure, on va dire, de communiquer et de faciliter la communication afin de soutenir les médecins de proximité qui forcément connaissent moins la maladie, mais qui sont en première ligne. Donc c'est une politique individuelle que j'essaye de m'imposer, de rappeler les gens quand ils me sollicitent ou de répondre à leurs questions lorsqu'ils me posent des questions.
questions. Et aussi au niveau individuel du côté des praticiens, de s'intéresser à quelque chose qui correspond dans leur activité quotidienne à une petite fraction de tout ce qu'ils ont à savoir, de tout ce qu'ils ont à connaître, etc. Et donc il faut que les gens aient un intérêt aussi pour la maladie. Mais comme je le disais tout à l'heure, quand on est confronté, souvent on a un intérêt. En gros, ça va passer ou ça va casser. Vous avez la chance d'avoir perdu votre premier généraliste, qui soit remplacé, et manifestement elle est hyper disponible, elle est rentrée dedans, elle s'est intéressée, elle fait partie de la communauté. Voilà. Et voilà, c'est très individuel. Parce qu'effectivement, le médecin de famille qui a suivi Patrick au début, il est parti donc un petit peu après, à 65 ans, à la retraite. C'était le premier cas de Huntington qu'il avait dans sa carrière. Donc on va pas leur demander de s'y intéresser peut-être s'ils n'ont pas de cas, mais quand ils ont un cas, qu'ils s'y intéressent. Voilà. C'est ça, on est dans le champ des maladies rares, donc forcément, et des maladies rares, il y en a, je crois, près de 8000, si je ne m'abuse. Donc forcément, les médecins ne peuvent pas être des spécialistes de ces 8000 maladies, ni les psychiatres, ni... voilà. Mais effectivement, ce qui est attendu et Nicole, tu l'as très bien dit, mais voilà, de manière générale par la communauté, c'est qu'au moment où une situation se présente, effectivement, d'avoir l'ouverture d'esprit, la curiosité, et ensuite, les formations, elles existent, des colloques, il en existe, des matinées comme celles qu'on organise là, il en existe, l'association Huntington France organise aussi tous les ans des événements, enfin, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de propositions, dès lors qu'on s'est intéressé à la question et qu'on a cherché. Quand je parlais de diffuser les bonnes pratiques aussi tout à l'heure, c'est effectivement faire passer les bonnes pratiques, on va dire, de l'expertise aux praticiens moins experts. Ça vaut aussi pour les kinés, les orthos, etc. Parce que des fois, les patients me demandent, est-ce qu'on peut trouver un kiné spécialisé dans la maladie de Huntington? Je dirais qu'un kiné, quand il a vu une ou deux personnes atteintes de maladie de Huntington, déjà, c'est un expert en maladie de Huntington. Et de toute façon, l'idée, c'est surtout de s'intéresser à la personne qui est en face de soi, pas de connaître tout sur la maladie. Mais pour les bonnes pratiques, je voulais juste rajouter un truc dont j'ai pas parlé parce que j'ai parlé de trop de choses en fait tout à l'heure. On est en train de remettre à jour notre protocole national de diagnostic et de soins. Donc, il y a des choses qui existent, qui sont en libre accès sur Internet. Par exemple, sur le plan pharmacologique, qu'est-ce qu'on prend comme médicament pour tel et tel symptôme? Je suis bien sûr pas rentrée dans les détails, mais c'est accessible en ligne sur le site de la HAS. Protocole national de diagnostic et de soins pour la maladie de Huntington. Le PNDS. Et donc, c'est en libre accès, il y a des PDF, on peut les télécharger, les médecins peuvent le télécharger, les familles, tout le monde peut le télécharger, voilà. Et on va le mettre à jour parce qu'il a besoin d'être mis à jour dans le courant de l'année. Et on y a ajouté un volet médico-social, ce qui est quand même une grande première. Et on espère que ça aidera aussi les gens à chercher les meilleures ressources en local par rapport aux propositions qu'on fait. Et pour finir, peut-être sur ce volet formation, Charlotte, qui est directrice adjointe au pôle domicile APF France Handicap dans les Côtes-d'Armor, donc l'un de nos services référents pour la maladie, me signale à juste titre qu'une de leurs missions en tant que service référent, c'est aussi de venir soutenir la formation. Alors, d'un service d'aide à domicile, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, mais aussi... voilà, ça peut être n'importe qui, un kiné, une ortho, une ergo, voilà, c'est dans leur mission suite à ce référencement et donc à des financements qui ont été associés d'intervenir sur ces missions. D'autres questions qui arrivent. Alors, Anaï qui nous dit merci car les interventions mettent vraiment au centre les personnes et non des réponses toutes faites, d'accord? Donc c'est pas tout à fait une question mais plutôt un commentaire. Un internaute qui nous demande quelles ressources d'information accessibles pouvez-vous conseiller aux professionnels qui accompagnent des personnes atteintes de la maladie de Huntington? J'aurais envie de commencer peut-être par Christian Le Fallère pour répondre à cette question et puis ensuite je pense que le Dr Youssef pourra compléter. Sur le bouquin. Oui.
Alors concernant les informations, que ce soit pour les professionnels ou pour les familles, donc vous voyez sur la diapo, Huntington France met à disposition donc plusieurs revues et un livre qui vient d'être primé, Huntington et alors, qui a été fait en collaboration avec des associations et le centre de Créteil, qui est le dernier ouvrage de référence et qui balaye très très bien l'ensemble des sujets d'Huntington. Vous voyez en dessous également un ouvrage qui devait être présenté lors du colloque franco-belge de Lille, qui est à destination des enfants avec 2 parties en bande dessinée de 0 à 6 ans et de 6 à 12 ans, qui permet d'expliquer la maladie également. Et puis par ailleurs, il existe le guide des accompagnants qu'on distribue largement. Donc en Bretagne, ils l'ont déjà, les MAS, les EHPAD, les SAMSA, mais on les tient à disposition. Et sur notre site internet également, les familles peuvent le commander. Il n'y a que Huntington et alors est gratuit. Il n'y a que les frais de port de 5 €. Je rajouterais aussi, il y a un ouvrage remarquable sur lequel le monde entier s'appuie pour les aidants professionnels qui font face à des patients qui sont dans des formes un peu avancées avec des troubles du comportement. C'est Dépêche-toi et attends de Jimmy Pollard, qui est un très vieil ouvrage. Alors Monsieur Pollard, il fait le tour du monde, il fait des conférences mais extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Il fait des conférences extraordinaires pour il mime sur son corps, avec son corps, il arrive à mimer, je veux dire, ce que c'est que l'expérience d'une personne atteinte de maladie de Huntington ou d'un proche qui est confronté à ça. Et en fait, ça permet vraiment d'aider considérablement les gens à décoder des comportements qui sont vraiment en rapport avec des difficultés cognitives. Ça, c'est vraiment très précieux. Et puis, il y a le PNDS, je viens juste d'en parler, mais c'est aussi une ressource pour les professionnels parce qu'on peut aller y puiser des bonnes pratiques. Voilà. Et puis il y a aussi des publications. Alors le scientifique, c'est un peu gros comme mot, mais il y a des publications dans des revues médicales en anglais auxquelles on a participé, enfin qu'on a écrit nous. Donc il y a les guidelines internationales c'est Anne-Catherine Bachou-Lévy et notre équipe. On a porté ce projet-là avec d'autres experts internationaux pour dire quels médicaments, quelle pharmacologie on prend dans la maladie de Huntington et c'est validé par consensus d'experts, donc c'est quand même des choses qui peuvent être amplement diffusées et on avait fait aussi la même chose avec les résultats de notre premier PNDS, mais donc il y a des ressources, il suffit d'aller les chercher et c'est gratuit, c'est des publications qui sont accessibles en ligne sur des sites comme PubMed et on peut avoir un accès gratuit. Oui, si on cherche, on peut même trouver un kiné qui voudrait en savoir un peu plus. Il y a une ressource très bien faite pour les kinés et les ergos. Cette ressource pour les kinés, en plus, on peut la transmettre, elle est en mode numérique. Voilà. On commence à développer et cette plaquette spéciale pour les kinés est vraiment très très bien faite. Tout à fait. Alors, dans les questions qui nous sont posées et qui indiquent que nous approchons bientôt de la fin, alors, je reviens juste sur une précision. Rosette nous précise le branaplam. C'est un traitement neurologique dans le cadre de l'amyotrophie spinale qui serait en cours d'investigation clinique à cet effet. C'est la société Novartis qui a découvert qu'il pourrait être prometteur pour les malades Huntington. Donc c'est pour savoir comment nous pouvons être au courant quand il sera en vente. Alors il ne sera pas en vente avant d'avoir été testé dans la maladie de Huntington et ça fait partie des projets dans les tuyaux effectivement de passer dans un essai de sécurité et d'efficacité dans la maladie de Huntington. Donc il faut voir les choses différemment, c'est-à-dire c'est quand un médicament est efficace dans une maladie qui n'a rien à voir avec Huntington, si ce n'est que c'est aussi une maladie génétique. La question c'est pas quand est-ce qu'on le commercialise, c'est est-ce que c'est efficace aussi dans Huntington. C'est la première question à laquelle on doit répondre. Et pour l'instant, il n'y a pas une seule personne avec la maladie de Huntington qui a reçu ce traitement pour qu'on puisse savoir si c'est efficace. Donc la première étape de ce traitement,
effectivement, ça va, ce qui s'appellera peut-être pas Boamalpam d'ailleurs dans la maladie de Huntington, ça fait partie des choses dont j'ai parlé très rapidement à la fin. C'est les petites molécules qui modifient la formation de l'ARN et qui permettent effectivement de réduire l'expression du gène. C'est un traitement PEROS. Et effectivement, c'est un médicament qui va être testé dans la maladie de Huntington, mais qui n'est pas encore du tout, on ne parle pas encore de la commercialisation. La première étape, c'est est-ce que seulement c'est efficace ? Mais on est très content de tester des choses qui sont aussi prometteuses. Merci beaucoup. Viviane, qui nous conseille, à juste titre, parce qu'on n'en a pas parlé, la plaquette Parcours de soins à disposition des familles qui a été élaborée par un groupe de bénévoles de l'association Huntington France Loire-Bretagne. Ça veut dire la délégation de notre région. Et donc, c'est sur le site huntingtonloirebretagne.org, Parcours Malade Loire-Bretagne. Vous pouvez regarder. Vous y trouverez beaucoup de ressources assez complètes, notamment pour les familles. Et puis, comme on arrive vraiment sur la fin, on a plusieurs questions qui nous demandent. Alors, plusieurs personnes nous demandent si on va pouvoir revisionner. Effectivement, un replay va être organisé, va pouvoir être diffusé à partir du site internet de l'équipe Relais notamment, mais toujours en lien avec l'association Huntington France et puis l'ensemble de nos partenaires. Donc, si vous avez besoin du lien, vous n'hésitez pas à nous réécrire et puis on vous le donnera. De la même manière, Nolwenn, qui est infirmière en EHPAD, nous demande si ce serait possible d'avoir les diaporamas pour pouvoir les rediffuser auprès de vos équipes. Donc, on va vous poser la question, Dr Youssef, Dr Planès, est-ce que vous êtes OK pour que nous diffusions vos diaporamas auprès des personnes qui ont suivi cette matinée? On en fera un PDF. Merci beaucoup. Et je crois que je n'ai rien oublié. Je me tourne vers Christine, mais voilà, je crois que nous avons fait le tour de toutes les questions. Alors, il me reste à reprendre mon petit cahier pour vous dire merci. Merci aux intervenants pour s'être déplacés, avoir accepté de reporter à plusieurs reprises ces dates et être venus là ce matin. Merci aussi au comité d'organisation que vous ne voyez pas, qu'on aurait dû voir si on avait pu faire tout ça en présentiel qui se compose bien sûr de bénévoles de l'association Huntington France, mais aussi de membres d'équipes de maisons d'accueil spécialisées, de la mutualité Thiaven à Rospordin, de Coalia Les Chandéoles à Léon et du pôle domicile d'APF France Handicap des Côtes d'Armor et enfin aux membres de l'équipe Relais Handicap Rare de Bretagne. Nous vous donnons rendez-vous pour ce qu'on avait initialement prévu sur l'après-midi pour nos ateliers que nous allons diffuser sous forme de webinaire au cours du premier semestre de cette année à échéance régulière. Des webinaires qu'on va essayer de faire d'1 heure, 1h30 maximum pour qu'ils soient facilement accessibles et qui seront animés par des professionnels de terrain. Un webinaire atelier sera sur le plaisir de manger. Un autre atelier sera sur la vie au domicile, comment la rendre plus facile. Et un autre atelier sera sur le projet Stéphanie, qui est un projet qui nous tient à cœur, qui est un projet de mise au point d'un assistant numérique pour mieux vivre avec cette maladie de Huntington et notamment soutenir les malades dans la communication et dans les difficultés cognitives qui apparaissent, donc à l'aide d'une tablette, mais c'est pas la tablette qui est importante, c'est le petit outil qu'on met à l'intérieur et qu'on co-construit avec un club d'utilisateurs de cette tablette de malades qui nous confirment ou au contraire nous disent non, là ça va pas, c'est pas adapté et avec qui on progresse ensemble et on sera heureux de vous présenter. Ce sera certainement le dernier atelier de vous présenter ce projet aux alentours quand on approchera de l'été. Voilà, merci encore à tous et puis à très bientôt pour ces webinaires. Et bravo. C'est ça, c'est coupé ? Merci. On peut pas...